toujours dans la continuité de ces fameux diabètes dits un peu atypiques, si vous voulez, notre expérience dans le cadre du diabète LADA, qui a été une partie, un diagnostic différentiel dans l'étude de Zina. Donc la classification du diabète, vous savez, comme le disent donc toutes les recommandations, il y a diabète type 1, les autres catégories, et dans cette classification, il n'y a ni le diabète cétonurique de Zineb, ni le diabète LADA, le diabète auto-humain, il n'existe pas. Et donc les caractéristiques, le DT1, on sait que c'est insulinocrive, le DT2, c'est plutôt un patient qui est obèse dans le cadre d'insulinorésistance, et on voit un peu les différences entre les deux diabètes, mais on ne remarque jamais la présence de cette notion dans les classifications. Alors le diabète c'est quoi? Le diabète LADA c'est quoi? C'est pour Latent Autoimmune Diabetes Mellitus in Adults. Donc entité clinique se définissant par la présence de marqueurs immunogénétiques du DT1 chez des patients considérés au départ comme DT2. Alberti au départ avait donc dit que c'était un diagnostic du DT1, donc c'était les caractéristiques phénotypiques plutôt. Naïk a ramené la notion d'important chevauchement entre les deux types de diabète, et Irvine avait donc déjà parlé donc des islet cell antibodies, donc c'est plutôt les anticorps anti-ILO qui étaient près de 11% chez les DT2 et échec au sulfamide, et donc ils ont un peu rapporté la part des choses. Mais il y a eu une grosse confusion sur les noms, hein. Chacun ramenait type 1, slow onset diabetes, diabète type 1 et demi, donc il y a eu beaucoup de choses, et ce n'est que Zimet, donc en 1993, et Tuomi qui avaient ramené cette notion de latent autoimmune diabetes. Donc c'est à peu près ce qui a été retenu jusqu'à présent. Alors le LADA n'a pas livré tous ses secrets. Donc la première théorie est qu'il n'existe pas. Certains disent que c'est un type 1, arrêtez votre délire, et d'autres disent non, il existe. Il faudrait faire une nouvelle classification, qui d'ailleurs n'est toujours pas arrivée, cette classification. Et les débats sont encore d'actualité. Actuellement, je m'amuse toujours un peu à regarder chaque année, chaque 6 mois à peu près, ce qui a été dit. Et après la fin de notre travail, il y a eu encore une bonne cinquantaine d'articles qui sont parus, surtout en Afrique et même en Europe et dans le reste du monde. Et dans les données de la littérature sont très complexes. Vous voyez à peu près l'ensemble de ces publications. Et la liste n'est toujours pas exhaustive, donc on a mis à peu près les plus intéressantes. Et à ce moment-là, les seuils de positivité ont toujours été différents dans chaque étude. Certains prennent le diagnostic donc, comme étant basé sur les anticorps anti-GAD, c'est ce qu'on verra, mais les seuils diffèrent de chaque étude, d'une étude à une autre, et c'est ce qui pose surtout le vrai problème de la comparaison entre les différentes données de la littérature. Donc dans la population générale, la prévalence du LADA varie de 0,15 à 0,25. Chez les DT2, elle varie d'un minimum de 2,5% à un maximum de 31,8%. Globalement, elles oscillent entre 9 à 12%. En Afrique du Nord, seule une étude tunisienne portant sur 100 DT2 rapporte une fréquence de 17%. Ces discordances s'expliquent par la nature des populations étudiées et les fréquences dans les méthodologies de recherche. Alors, si on veut, quelles sont les caractéristiques du diabète LADA? Elles ont longtemps fait l'objet d'études afin de permettre l'établissement des critères de classification. Ceci sous-tend la présence, si vous voulez, de substrats immunologiques, l'âge adulte d'apparition du diabète, la génétique HLA partiellement présente, le BMI normal et la nécessité à terme de mettre l'insuline, comme rapporté dans ce tableau par Leslie et collaborateurs dans l'étude européenne multicentrique Action LADA. Alors, 3 critères principaux définissent si vous voulez, le diagnostic du diabète LADA, et ceci a été fait par la Société de l'immunologie du diabète. Et donc, premièrement, c'est l'âge au diagnostic qui varie entre 30 à 70 ans. Donc, on voit là ici avec Zineb, c'est à peu près encore un peu plus large. Hein. Donc, vous voyez, 30 à 70 ans, pas d'insulinoréquérence dans les 6 mois après le diagnostic, et la positivité des anticorps antidiabétiques. Alors, positivité des anticorps, ils ne disent pas le GAD, hein, ils ne disent pas les anticorps anti-GAD, ils disent un anticorps.
C'est une discussion qu'on a eue hier avec nos amis concernant la thyroïdite auto-immune, et on dit bien que la thyroïdite auto-immune, c'est la positivité d'un anticorps. Donc c'est ça tout le problème dans ce cadre-là. Alors, la présence d'antécédents familiaux, tout type confondu, multiplie par 2 la fréquence du LADA, au même titre que le DT2, qui sous-tend l'existence d'une susceptibilité génétique. Du faible BMI à la découverte du LADA, à sa modulation directe sur l'effet de gènes de susceptibilité du LADA. Donc, le BMI, si vous voulez, gère l'apparition ou module un peu la génétique de l'apparition du LADA. Il existe aussi 2 types de LADA. Un LADA de type 1, donc, qui n'est autre qu'un diabète qui présente une positivité accrue des anticorps antipancréatiques. Et donc, c'est des LADA à haut titre. C'est ce que ça a rapporté Zineb tout à l'heure. Elle a trouvé qu'il y avait des anticorps qui étaient GAD, qui étaient très élevés. À contrario, un faible BMI ou normal, on dira un peu si vous voulez, tandis que le LADA de type 2 est un anticorps, donc les anticorps sont positifs, mais c'est plutôt un diabète qui se confond avec le diabète de type 2. C'est toute la complexité, si vous voulez, de la situation. Associé à cela, donc compte tenu de tous ces paramètres, la physiopathologie du LADA va être partagée par un certain nombre de mécanismes du DT1 et du DT2, à savoir l'insulinopénie, l'insulite et l'insulinorésistance. Donc l'insulinopénie est intermédiaire entre le DT1 et le DT2. Elle s'accentue avec la multiplicité des anticorps et bien la positivité d'un seul anticorps à haut titre. Donc vous avez l'insulite, donc où les protéines, donc plutôt les cytokines inflammatoires entrent en jeu, et l'insulinorésistance qui reste très controversée. On ne sait pas réellement. Il existe des LADA avec une proportion d'insulinorésistance, mais ce qui est sûr, c'est que ça reste quand même assez confus dans le partage des situations. Les marqueurs immunologiques du diabète LADA sont nombreux. Donc les islet cell antibodies, donc pardon, ça c'est les antigènes pour être très simple. Les antigènes, donc c'est la cellule en elle-même, l'auto-antigène 69, le GAD 65, la protéine GAD 65, la protéine tyrosine phosphatase like IA2, donc IA2, l'insuline en elle-même. Et tout récemment, quand je dis tout récemment, dans les 10 dernières années, 5 dernières années, il y a eu le transporteur du zinc numéro 8, le ZNT8, qui est autre qu'une protéine qui a une forte spécificité lorsqu'elle est positive. Alors, la membrane des granules sécrétoires est le principal site de distribution des 3 autoantigènes de la cellule bêta. L'insuline se trouve dans le compartiment luminal. Le ZNT8 est une protéine de membrane polytopique, c'est-à-dire qui communique avec les 2 compartiments que délimite la membrane. L'IA2 est la seule protéine transmembranaire avec un double domaine cytosolique et luminal. L'ICA69 est une protéine transmembranaire se situant principalement du côté luminal de la membrane. Et bien plus loin, vous avez le GAD qui traîne un peu dans les micro-vésicules sécrétoires. Alors dans ce cadre-là, si on peut un peu reprendre la part des choses, vous avez tout simplement cette figure représente une vue d'ensemble sur l'immunopathogénie et de la destruction de la cellule bêta, induisant une réaction immunitaire et humorale à médiation cellulaire contre la protéine GAD65. Dans cette première étape, les facteurs de l'environnement exogènes et des produits des cellules neuronales, conditionnent le milieu par l'activation des cellules dendridiques, des DC. Donc, des macrophages, les MF, et des cellules natural killer et les cellules killer T. Dans une deuxième étape, il va y avoir une liaison de GAD65, c'est la génétique, donc il va y avoir donc une liaison de GAD65 et d'autres peptides à réaction croisée sur les cellules dendridiques. On s'est écrit DC. Dans la troisième étape, ces peptides migrent de l'îlot vers les ganglions lymphatiques pancréatiques et seront représentés aux cellules T helper natives, TH0,
entraînant l'activation ultérieure des cellules T, helper, de type 1, TH1, et de type 2, les TH2, l'interleukine 17 produisant les cellules T helper 17, les TH17, et les cellules T régulatrices, Treg, les cellules T cytotoxiques, CTL, les lymphocytes B et les autres plasmocytes, c'est écrit en PC, ainsi que l'activation des différentes sous-populations cellulaires par les cytokines. Dans une quatrième étape, on note la migration des cellules ainsi activées du ganglion lymphatique vers l'îlot pancréatique, en se disposant à sa périphérie. Et dans une cinquième étape, on assiste à la destruction de la cellule bêta-pancréatique par les cytokines et le couple perforine-granzyme. Le lymphocyte T devient maintenant porteur du récepteur pour les peptides GAD65, et c'est ainsi qu'on arrive à la formation de l'anticorps anti-GAD et de l'installation de cette atteinte, si vous voulez, auto-immune. Ceci est assez complexe comme physiopathe, mais c'est une hypothèse qui a été, si vous voulez, un peu validée dans la destruction de la cellule bêta-pancréatique. Alors la génétique du diabète LADA est une génétique assez complexe. Donc souvenez-vous des marqueurs génétiques qui ont été incriminés dans la genèse du LADA. Effectivement, les gènes HLA font partie intégrante des marqueurs génétiques du LADA. Nous notons deux principaux loci de susceptibilité, l'antigène DR4, qui confère qui, en fonction des allèles, a un effet protecteur ou a un effet de susceptibilité. En Algérie, deux travaux importants sont à signaler, ceux de Haribi et Tlemcen en 2004, montrant une forte susceptibilité HLA-DR4, a présenté un DT1, et ceux de Raj, donc en collaboration avec l'équipe de M. Boudiba, à Alger, qui montrent le rôle pertinent du polymorphisme MICA129 dans la pathogénie du DT1 et du LADA. Nous citons ici les gènes non HLA de susceptibilité, mais le fait le plus important reste l'association du LADA avec les gènes TCF-L2, donc 7L2, qui représente le plus fort gène de susceptibilité du DT2, et son polymorphisme, RS7903146, qui a été confirmé comme étant un locus de susceptibilité du diabète LADA. Donc, chez les Européens, au terme de cela, nous pouvons conclure que la génétique du LADA représente plus un mélange génétique du DT1 et du DT2 qu'un sous-groupe réel du diabète de type 1. Donc, il a été rapporté aussi que des femmes présentant un diabète gestationnel pouvaient avoir aussi cette susceptibilité, et il a été rapporté aussi une association entre le LADA et le diabète gestationnel, ainsi qu'une grosse part du tabagisme dans l'association avec cette pathologie. Associé au dernier lieu, c'est vrai qu'effectivement, il y a aussi l'association du fameux syndrome métabolique. On peut trouver des diabètes LADA francs avec un syndrome métabolique aussi. Donc, il existe aussi la part de l'obésité, ce qui complique en plus la part des choses. Dans le cadre du diabète LADA aussi, de l'auto-immunité, il y a aussi le rôle de la vitamine D, que vous connaissez déjà dans la pathogénie du diabète de type 1. Elle a un rôle prépondérant dans cette pathologie. Et pour terminer, si vous voulez, la revue de la littérature, LADA et thyroïdopathie. Donc le LADA s'associe énormément avec les pathologies auto-immunes, et une association de premier ordre, c'est la thyroïdite auto-immune, dont la fréquence varie entre 20 et 30%. Les anticorps anti-TPO sont les plus fréquemment associés, surtout ceux à haut titre. Et donc ce qui permet un peu l'association, si vous voulez, de délimiter un certain morphotype à association aux pathologies auto-immunes. Donc nous avons eu une enquête au niveau du CHU de Constantine, qui était une étude observationnelle, transversale à visée descriptive, qui a intéressé des patients adultes entre 30 et 75 ans, diagnostiqués comme DT2 et qui n'ont été mis à l'insuline dans la période des 6 mois, qui n'ont pas été mis à l'insuline dans la période des 6 mois post-diagnostic, c'est-à-dire qui ont réellement répondu aux critères de diagnostic
du diabète LADA. Et les grossesses ont été exclues. On a calculé un échantillon à 300 patients et nous avons choisi comme seuil de positivité 1,5 unités par litre. On pourra en discuter tout à l'heure pourquoi. La fiche de collecte des données était comme ainsi. Nous avons pris l'état civil, les antécédents. Nous avons dosé les anticorps. C'était la partie la plus compliquée parce que ces anticorps ont été faits par une méthode radio-immunologique et immunoradiométrique. C'était des anticorps qui ont été faits en double pour chaque dosage concernant et les anticorps IA2A et les GADA et les anti-TPO aussi. Nous avons fait les ICA par immunofluorescence indirecte qui ont été rapportés à la Juvenile Diabetes Foundation, donc avec un contrôle rigoureux, et c'est ce qui a été la partie la plus compliquée. Sachant aussi que le peptide C aussi a été dosé dans ce cadre-là par méthode radio-immunologique. Les normes étaient ainsi et les résultats ont été comme suit. 290 patients ont été retenus sur un ensemble de 313 patients. Les caractéristiques de la population étaient ainsi. Et la répartition de la population, vous voyez ici entre Zineb et moi, donc Zineb avait 3 hommes, c'était ça Zineb je pense, hein. Nous on était à pratiquement un homme pour une femme et demie, c'était pratiquement la même chose, avec une légère tendance féminine. La répartition du tour de taille, les patients qui avaient donc, les patients LADA avaient un tour de taille qui était inférieur aux patients non LADA, et c'était une différence qui était significative. Concernant le BMI aussi, le BMI des patients LADA, donc les GAD+, si vous voulez, anticorps plus, était inférieur à ceux qui étaient non positifs aux anticorps. Par rapport à cela, la répartition des anticorps dans la population, donc il existait 25 anticorps anti-GAD positifs, 151 IA2A positifs et 6 ICA positifs. Voici des images concernant des ICA négatifs. Voici que l'îlot ici, il n'y avait rien à signaler. Et ici, nous avions un fort signal en fluorescence pour les anticorps anti-îlot qui était largement positif. Ici, c'était moyennement positif. Et ici, nous avons une faible positivité. Ce diagramme de Venn résume un peu l'association des différentes positivités d'anticorps. Et vous voyez que nous avions 3 patients qui étaient positifs pour les 3 anticorps. Et il y avait ceci pourra s'expliquer tout à l'heure, si vous voulez, dans la discussion. Alors, la répartition des anticorps anti-TPO, il y avait une large domination des femmes par rapport aux hommes, ce qui répond un peu à la littérature. Et bien sûr, le taux était plus important chez les femmes, et c'était statistiquement significatif. Concernant la fréquence de ce fameux diabète, la fréquence algérienne du diabète LADA est de 8,6%. Hein, Zineb en avait trouvé 10,1, et donc vous voyez que ça se rapproche, mais bon, on pourra encore en discuter tout à l'heure. Et au fur et à mesure qu'on associait la positivité des anticorps, la fréquence chutait de 5,2 en associant GADA-IA2A, GADA-ICA 1,4 et les 3, 1%. Voilà, ce morphotype-là correspond d'emblée à pratiquement un diabète de type 1. Vous voyez que sur l'ensemble de la population, ce qui est largement expliqué là-dessus. Donc, ce diagramme de Venn reprend les fréquences de façon un peu plus explicite. La fréquence du diabète sur les différents seuils des anticorps anti-GAD nous fait passer pour un seuil de 1,2 à 10,1, donc c'était identique à ce qu'a retrouvé Zineb, et le seuil de 1, 14,6, et le seuil de 0,9 à 15,3%. Les caractéristiques phénotypiques du diabète LADA en Algérie. Donc, nous avons l'âge de la découverte qui n'était pas quasiment vers 44 ans, vous voyez, donc c'était au-delà de la quarantaine. Les circonstances de découverte ont été un peu plus complexes, fortuites, insulino-résistance, diabète, mais il n'y en avait pas une qui était réellement significative. Et les antécédents familiaux aussi, il y avait beaucoup d'antécédents du premier degré, du deuxième degré, mais il n'y avait pas un degré de significativité. Le tabagisme actif aussi n'avait pas joué un rôle dans la découverte de ce diabète. Concernant le tour de taille, nous avons bien sûr le diabète LADA algérien à un faible poids, à un faible tour de taille,
surtout statistiquement significatif chez les hommes, contrairement aux femmes qui n'étaient pas significatifs, et un faible BMI. Sur les caractéristiques métaboliques, la glycémie était plus basse, la glycémie à jeun était plus élevée chez les diabètes LADA que les diabètes non LADA. L'HbA1c, il n'y avait pas de différence dans les deux groupes. Concernant la glycémie à jeun, l'HbA1c chez les patients LADA et non LADA, il n'y avait que la glycémie qui était statistiquement, donc dans la différence, était statistiquement significative. Le peptide C, on y arrive, voilà. Le peptide C était largement en faveur de la baisse du peptide C, regardez, à 1 pour 10 000, donc statistiquement très significatif dans les caractéristiques du diabète LADA en Algérie. Dans les caractéristiques immunologiques, les ICA étaient très fortement positifs à 1 pour 10 000, les IA2A étaient à la limite, les anti-TPO aussi étaient à la limite de la significativité, étaient réellement positifs en faveur des patients diabétiques LADA, et ceci est une vue d'ensemble de l'ensemble des paramètres. En corrélation, et c'est la partie que je juge un peu la plus intéressante, ici vous voyez que le diagnostic du diabète LADA, je termine, le diagnostic du diabète LADA a tendance à un poids un peu plus bas, un BMI un peu plus bas, un tour de taille un peu plus bas, les peptides C aussi fortement inversement proportionnel fortement, et quand on va directement à l'analyse multivariée, le peptide C est le plus fort. Vous voyez que l'odds ratio du peptide C est de 9,53, c'est-à-dire un peptide C bas vous oriente forcément vers le diagnostic, associé à l'ancienneté du diabète supérieure à 10%, inférieure à 10 ans, un BMI inférieur à 25 et un sexe et un âge de découverte inférieur à 40 ans. La fréquence des anticorps anti-TPO était de 24%, et en matière d'odds ratio, on avait 3,52 fois plus de risque de faire une thyroïdite positive quand on avait les anticorps anti-GAD positifs. Les fréquences, elles varient en Afrique ou même dans le monde. Ceci est la part des choses. Voici notre fréquence par rapport à l'ensemble des fréquences dans le monde. Et ces fréquences-là varient aussi en fonction des différentes données de la littérature. Le tour de taille, le BMI, ainsi que le peptide C et la thyroïdite confortent le diagnostic du diabète LADA et sont comparables à la littérature. Ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'est ce qui est un peu la partie que je trouve intéressante. C'est les caractéristiques cliniques qui ont été utilisées par Monge et par Fourlano pour essayer de vous faire penser à un diabète LADA. Et donc, après modélisation à notre niveau, nous avons trouvé 4 outils, si vous voulez, aux facteurs indépendants, qui étaient le peptide C inférieur à 0,2, l'âge inférieur à 10 ans du diabète, le BMI inférieur à 25 et l'âge de découverte inférieur à 40 ans. Et on vous propose ceci, si vous voulez, quand vous suspectez un diabète, donc vous avez HbA1c, glycémie à jeun élevé, vous éliminez les risques des autres déséquilibres, et on choisit donc les critères du diabète LADA qui nous font penser au diabète LADA. À ce moment-là, on dose, donc l'ancienneté du diabète devrait être inférieure à 10 ans, et si elle n'est pas inférieure à 10 ans, donc on passe. Si elle est inférieure à 10 ans, à ce moment-là, on fait un poids, un tour de taille, le BMI. S'il est supérieur à 25, on passe. S'il est inférieur à 25, on fait un peptide C. S'il est supérieur à 0,20, on passe. S'il est inférieur à 0,20, à ce moment-là, on dose des GAD. Et si les GAD sont négatifs, ce n'est pas un diabète LADA. Si les GAD sont positifs, c'est probablement un diabète LADA. On va dire qu'en conclusion, première fréquence algérienne, 8,6%. Je vois que Zineb a quelque peu, pourra en dire aussi davantage. Le phénotype est un patient adulte anciennement diabétique dont le diabète est inférieur à 10 ans, l'âge de découverte inférieur à 40 ans, contexte de déséquilibre, faible poids, faible tour de taille, faible BMI, réserve insulinique effondrée. Et dans le continuum du diabète sucré, nous avons la génétique du DT1, l'HLA, l'insulinopénie, l'insulinorésistance, glucotoxicité et obésité, et l'ADA, ce serait peut-être entre les deux. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir dépassé le temps.